pour un épisode des Mardis du Parisien. Donc dans la presse, on est adaptable puisque nous sommes lundi, mais on va quand même essayer de respecter notre mode opératoire en tout cas. Donc tout à l'heure, Blandine Langlois a expliqué qu'effectivement, on avait une démarche dans un journal qui s'appelle Le Parisien d'être un peu plus paritaire et de faire vivre notre propre réseau de femmes journalistes, beaucoup avec l'aide des ressources humaines, mais en tout cas de faire vivre ce réseau. Et donc, ce que savent faire le mieux les journalistes, ce sont des interviews et de faire parler les autres. Donc on a décidé, pour faire vivre ce réseau de femmes journalistes, d'inviter des personnalités, des rôles modèles, des femmes qui sont des exemples, qui peuvent être des exemples pour d'autres. On en a eu dans la cybersécurité, on a eu des députés, on a eu des femmes de différents horizons. Voilà, donc là on change. Donc ça, je me prêterai à cet exercice avec Lénaïque Corson, qui est une championne internationale, donc un rôle modèle. Mais avant de passer à, de faire parler le rôle modèle, on va faire parler des étudiants, une étudiante, un étudiant, qui sont de l'ESCA et qui eux-mêmes sont en deuxième année d'école de commerce, donc, et se sont interrogés sur ce que pouvaient être ces rôles modèles et autour de la parité. Donc je vais les laisser, donc Capucine Lemoine, Paul Talibar, et je vais leur demander, peut-être à Capucine, puisque on est paritaire, on va commencer par faire parler une femme, une jeune femme, sur cette étude, la raison pour laquelle vous l'avez lancée et les quelques enseignements qu'on peut en tirer ou en tout cas partager. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, en effet, on est tous les deux étudiants de l'ESCA, École de Management, moi sur le campus de Lyon et Paul sur le campus d'Angers. Et donc on fait tous les deux partie de la junior entreprise de l'ESCA, donc ESCA Junior Conseil, qui est une association qui a vocation à faire un lien entre les entreprises et les étudiants pour les professionnaliser. Et c'est dans ce cadre qu'on a réalisé notre étude. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une évolution, et même si elle n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, de plus en plus de postes dans des instances dirigeantes sont occupés par des femmes, notamment grâce à des lois, que ce soit la loi Copé-Zimmermann ou encore la loi Rixain. C'est des choses qui ont permis de faire progresser les choses, mais aujourd'hui, on est là aussi pour s'interroger sur cette progression et sur la transformation qu'on peut impulser. Exactement. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc moi, Paul Talibar, président d'ESCA Junior Conseil. Donc dans ce sens, on a réalisé une étude ce dernier mois. La méthodologie de l'étude, elle se découpe en deux parties. La première partie, c'était une phase qualitative où on a interrogé une quinzaine de profils modèles, donc des femmes rôle modèles. Donc les objectifs, c'était de voir la progression qu'il y avait par rapport je sais pas, il y a 10-15 ans, voir la progression qu'il y a eu par rapport à la parité dans les entreprises. Et voilà. Et donc la seconde partie de l'étude concernait une phase quantitative où on a souhaité compléter ces témoignages par une enquête auprès de 200 étudiants, venant d'universités, d'écoles de commerce, d'ingénieurs, grâce au réseau des juniors entreprises. Et donc on a pu comprendre les attentes qu'ils avaient concernant la parité en entreprise, ce qui pouvait les faire pencher à postuler, et puis à quel point c'était important pour eux les valeurs de la parité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 chiffres un peu significatifs concernant leurs attentes ? Concernant leurs attentes, donc on a posé une question déjà sur les éléments qui pouvaient les inciter à postuler dans une entreprise. Donc c'est vrai que le premier élément qui est ressorti, c'est la rémunération, donc les salaires, qui reste un élément très important pour les étudiants, suivi des possibilités d'évolution, donc d'évolution de carrière. Et après, donc, on a une disparité dans les réponses, où les étudiantes ont répondu que les valeurs de l'entreprise et l'environnement arrivaient respectivement en 3e et 4e position, quand pour les hommes, la 3e position, c'est également l'environnement de travail, mais la 4e est occupée par la réputation de l'entreprise, qui pour eux est plus important que les valeurs de l'entreprise en elle-même. Oui, moi, il y avait quand même un chiffre qui m'avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu pas... Enfin, je me suis dit qu'il y avait encore quand même beaucoup de travail puisque ce sont des étudiants qui ont répondu ça, sur notamment les inégalités salariales à compétences égales et à carrière égale. Il
il y a 84% de femmes qui pensent que l'entreprise doit prendre ça en compte et se battre pour remédier à ces écarts, et seulement 56% d'hommes. Je me suis dit qu'il y a 44% de jeunes étudiants qui considéraient que c'était normal. C'est un petit peu inquiétant, non? Vous ne trouvez pas? Si, je pense qu'on a encore un travail à faire sur les chiffres. Aujourd'hui, on a encore 15% de différence à poste égal entre les rémunérations pour les femmes et pour les hommes, ce qui veut dire que même au sein des entreprises, le problème n'est pas résolu, et la communication qui est faite doit être encore plus importante, parce que ça reste un thème qui est clivant, on va dire, au niveau du salaire, et on a du mal à convaincre les étudiants que c'est la réalité en entreprise et que c'est pas simplement un chiffre qu'on a sorti de notre chapeau. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au cours de vos études, vous êtes, préparé, formé à cela ou pas? Oui, complètement. Enfin, du coup, moi, je vois à l'ESCA, à certaines années, on a différents modules qui nous sensibilisent à ça. Typiquement, moi, je suis en deuxième année. On a eu un module en ressources humaines où on a eu tout un chapitre qui était sur la diversité. Je sais qu'en quatrième année, en tronc commun, il y a une matière sur l'éthique et les RSE. Donc oui, c'est quelque chose auquel on est sensibilisé. On n'était pas forcément avant. On voit que les écarts sont toujours énormes, mais même avec les témoignages qu'on a avec les femmes rôle modèles, elles-mêmes disent qu'il y a une différence par rapport à avant. Donc il y a une différence, oui, mais il reste quand même une marche à aller chercher, et que ça sera l'objectif du coup des futures générations, des futurs managers que nous serons. Et alors vous, par exemple, Capucine, est-ce qu'il y a des métiers où vous vous dites c'est trop compliqué parce que c'est un environnement... Parce que j'ai vu que vous aviez une question comme cela dans votre enquête. Est-ce que vous regardez plutôt des environnements où il y aurait plutôt des femmes, ou au contraire vous vous dites c'est pas un sujet? Et qu'est-ce que vous voulez faire d'ailleurs? Personnellement, j'aime me dire que c'est pas un sujet, c'est-à-dire que je regarde plutôt quelles sont mes aspirations avant de me dire quelle est la répartition, on va dire, du genre dans ce métier ou dans ce secteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas vraiment encore ce que je veux faire, mais je pense qu'on a la chance parce qu'en école de commerce, pour le coup, on a une très bonne répartition au niveau des étudiants et des promotions, des genres, et c'est pas forcément le cas quand on regarde les parcours ingénieurs qui sont beaucoup plus marqués par une baisse de la représentativité des femmes dans ces milieux-là, et c'est plutôt ça qui m'alerte, on va dire. Personnellement, c'était pas un parcours qui m'attirait, mais je veux que les jeunes générations puissent connaître, on va dire, des témoignages qui les inspirent, qui leur donnent envie, et comprendre qu'il faut juste oser et que c'est possible. Ouais, c'est bien. En tout cas, là, j'ai remarqué qu'on avait un président. Homme. Pour notre défense, on a une présidence à 50%, donc on est 4 avec 2 hommes, 2 femmes, et notre conseil d'administration est complètement paritaire à 50%. Donc, bon, bravo. Et l'année dernière, du coup, ça fait 2 ans qu'on est ici. L'année dernière, c'était la présidente qui était venue, qui était Yuna, et qui est une femme. Ça change tous les ans. Très bien. Mais les journalistes ont mauvais esprit, donc c'est bien que vous puissiez le préciser. Voilà. Et ben, écoutez, merci beaucoup. Je crois que vous avez encore une autre session pour parler de votre enquête, votre étude. Donc maintenant, on va parler d'une rôle modèle. Je ne sais pas s'il faut employer le féminin ou le masculin. Donc je crois qu'on va avoir un petit film précédemment, si le producteur veut bien nous rejoindre pour nous en parler comme ça. Bonjour à tous, je suis Bertrand Dévé, je suis producteur et réalisateur chez Yes Sir Film. Donc Yes Sir Film, c'est une boîte qui existe depuis 15 ans, où on fait à la fois du documentaire, de la fiction, et aussi on produit du contenu pour les marques. Et donc plus on avance dans nos projets, plus on essaie d'avoir des sujets impliquants, des sujets de société avec un engagement à la fois pour les marques et à la fois pour les documentaires. Et cette approche sur le rugby, donc il y avait un intérêt de Canal+ pour ce documentaire sur le rugby féminin, et ce qu'on y a apporté, c'est une dimension sociale et rentrer dans la vie privée des personnages, pour montrer à quel point c'est vraiment le parcours du combattant d'être une joueuse de rugby aujourd'hui, et que le combat pour la professionnalisation
L'ENEC va nous en parler juste après, c'est un vrai enjeu et que le sujet égalité homme-femme dans le rugby, comme dans d'autres secteurs, c'est pas encore gagné parce que en rugby, on est professionnel quand on est homme et aujourd'hui, quand on est femme, il n'y a que 30 ou 40 joueuses professionnelles vraiment qui en vivent. Et donc tout le reste, il faut arriver à augmenter la médiatisation, lui donner une existence pour que ces femmes continuent à faire leur sport. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet du documentaire et on en reparlera après. Voilà. Donc on doit le voir, non, c'est ça, pour l'instant? Ah, voilà. C'est bon? Ok. Anne-Cécile, première. Moi, j'ai pas lâché en fait. Mon père voulait pas me payer la licence, mais j'allais quand même. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'assez introverti. Et c'est vraiment un sport qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Et après, on continue de se battre parce que forcément, c'est démentiel quand tu vois la différence qu'il y a encore dans ce sport qui est pratiqué par des filles et des garçons. Elle est énorme, tu vois. C'est pas possible. La nana, elle est déterminée à réussir au rugby, elle est déterminée à refaire monter le club. Et puis en fait, elle se tape des journées de fou. On s'est intéressé à ces sportives et on s'est rendu compte que c'était des gens aussi qui avaient des messages, des histoires, des parcours de vie qui pouvaient intéresser, qui pouvaient inspirer. L'équipe de France a fait 3e, mais qui connaît le travail de Safi Ndiaye? Qui connaît le travail de ce qu'elle fait à part être une joueuse de rugby? Parce que nous, on n'est pas que des joueuses de rugby. On monte ensemble, on dégomme ensemble, on marque ensemble et on gagne ensemble. Let's go, let's go, let's go! Les médias vont mettre en avant les filles, ça va attirer les sponsors vont mettre en avant les filles et ça va attirer du monde. Enfin, c'est un effet boule de neige qu'on a. Et là, étant donné qu'on est médiatisé, les filles s'identifient à des filles. Et du coup, elles se disent, moi aussi, je vais faire. Ne pas s'arrêter, se battre, et si elles ont des rêves, qu'elles foncent, quoi, tout simplement. Dans la vie, quand on veut, on peut en tout cas. Il faut se donner les moyens, c'est tout. Bon, c'est un bon teasing, hein. L'extrait qu'on vient de voir nous fait dire que le leadership, il est là en fait, hein. On n'arrête pas de vouloir nous former, nous les femmes, à être mieux, mais en fait, c'est souvent les hommes qu'il faudrait former, parce qu'elles ont tout ce qu'il faut là. Bon, bravo déjà pour le teasing qui a été fait, et puis de mémoire, je pense que c'est la première fois qu'il va avoir un documentaire 100% rugby féminin, ou je ne sais pas combien de temps il va durer ce documentaire. 70 minutes, c'est énorme. Donc voilà, je suis tellement peu habituée à ce qu'on nous donne de la visibilité, et notamment en club, parce que j'ai joué pendant 10 ans en équipe de France, donc évidemment, depuis 2012 à 2022, j'ai vu une progression de la visibilité qui a été énorme. Déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé le rugby, il n'y avait pas de rugby féminin à la télé, donc je n'avais aucun modèle, hormis des modèles masculins, des modèles comme des joueurs de grand renom qu'on voyait à la télévision. Mais les filles, il n'y avait pas. Je ne savais même pas que ça existait, l'équipe de France, quand j'arrivais dans l'équipe du Stade Rennais. Mais alors, rappelez-nous justement comment vous commencez, parce que vous commencez à 20 ans, ce qui est quand même assez tard, donc il n'y avait pas de rugbymen à la maison. Enfin, comment vous arrivez dans le rugby, quoi? Ouais. C'est vrai qu'assez tard pour espérer une carrière de haut niveau et en équipe de France. Mais après tout, aujourd'hui, on peut commencer même un sport à 30 ans. Oui. Non, mais c'est vrai, en fait, on se met nous-mêmes des barrières très limitantes, et de se dire, j'ai croisé quelqu'un, 26 ans, non, je ne peux pas commencer un nouveau sport. Mais si, en fait. Mais après, c'est comment on le fait, comment on pousse aussi la pratique, comment on fait aussi pour aimer la pratique. Et c'est vrai qu'un sport comme le rugby, c'est un sport où c'est très fort, et on est très motivé à l'entraînement, parce que même si dans notre journée justement de travail, il y a eu des petits soucis, qu'on est fatigué, que le collègue il nous casse les noises, on arrive sur l'entraînement, et en fait on est juste contente de retrouver les autres qui vont nous amener de l'enthousiasme, de l'énergie. Et après, on y va parce qu'on a des matchs à gagner, parce qu'on doit s'entraîner dur pour atteindre nos objectifs. Mais en fait, c'est ça le rugby. Et comment j'ai commencé? Voilà, parce que vous parlez du rugby, mais pas de vous. Ça, c'est aussi. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver.
le rugby, ça n'a pas été toujours quelque chose d'évident, du moins. J'ai fait pendant 14 ans de l'athlétisme, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, et puis à l'âge de 20 ans, j'avais des petits soucis conflictuels avec mon entraîneur. Depuis, j'ai appris même qu'il avait il y avait des violences sexuelles dans le club et notamment émises par lui, que depuis il est en prison, donc un effondrement aussi sur ces questions-là. Bref, je passe à Rennes pour mes études et là je décide de partir sur un sport collectif parce que le sport individuel, on gagne, on est tout seul, on perd, on est tout seul. Et finalement, il me manquait quelque chose. Donc, clairement, on est en 2009. Donc, je prends la liste des sports universitaires. Et là, moi, avec mes repères de femmes de 2009, j'imagine volley, j'imagine hand, j'imagine basket au féminin. Oui, ça, j'ai déjà vu à la télé, donc je sais que je peux en faire, quoi. Et dans cette même liste des sports, il y avait le rugby. Et rugby féminin qui était précisé juste en dessous. Et je me suis dit, waouh, le rugby, ça existe pour les filles. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Ça reste un sport collectif. Si en plus il est possible pour les filles, allons-y. Et finalement, dans mon emploi du temps universitaire, c'était le seul sport qui correspondait à mon emploi du temps. Donc il y a des hasards qui font bien les choses, c'est ça? Exactement, il y a des hasards qui font bien les choses. Et j'ai mis un premier pas sur le terrain et je me suis dit, ce sport, il est fait pour moi. Ça a été aussi vite que ça. C'est finalement le plaisir de porter un ballon, de vouloir pas se faire attraper par les adversaires. En fait, pour moi, c'est ça le rugby. Alors que quand je le regardais à la télé, je voyais l'équipe de France, pour moi, se battre sur le terrain, qu'il y avait tellement de monde sur le terrain que c'était très brouillon, très bourrin. Et finalement, quand je me suis mise à jouer, je me suis dit, non, finalement, ce sport, il est différent. Et peut-être qu'aussi les femmes le pratiquent de façon différente. C'est la stratégie qui vous a intéressé. C'est la stratégie sur le terrain. Non, c'est pas la stratégie. Non. C'est juste de vouloir me défouler, d'être avec les copines, la convivialité, cette fameuse troisième mi-temps que j'ai découvert très rapidement, encore plus à des niveaux amateurs où vraiment on est là pour s'éclater en fait. Mais sincèrement, mais dans le monde de l'entreprise c'est pareil. Aujourd'hui, justement, je fais des conférences en entreprise et je dis, mais elle est où votre troisième mi-temps parfois? Parce qu'en fait, des fois, vous atteignez des objectifs, vous remportez des appels d'offres, mais est-ce que vous le célébrez vraiment? Parce que ça reste une petite victoire, c'est des choses que vous allez chercher en équipe, que vous allez chercher ensemble. Et que finalement, on te dit, ouais, c'est bien, allez, maintenant, il y a le prochain à attraper. Ah oui, mais en fait, nous, OK, on a gagné les Blacks, on veut la célébrer un peu. Et oui, après, on pensera aussi au reste de la compétition. Et voilà, et dans le rugby, je suis tombée amoureuse de cet état d'esprit. Mais est-ce que vous avez échappé à mais c'est trop violent, c'est pas un sport pour une femme, tu devrais pas faire ça ma fille, enfin, ou pas d'ailleurs, peut-être que votre maman, elle était, beaucoup plus ouverte et progressiste. Évidemment, on est en 2009, pour le coup, on n'est que 8000 joueuses de rugby en France. Quand je sors de l'entraînement, il y a des gens qui me croisent avec des chaussettes remontées jusqu'ici, avec des crampons dans la main, quelques bleus et de la boue sur les genoux. Ils se disent, mais tu fais quoi comme sport? Ça les intriguait. Et quand tu dis rugby, ils n'y croient pas, quoi. Ils te sortent, déjà, je faisais un jeu, je disais aux gens, devinez le sport que je fais. Et jamais le rugby n'était cité, jamais. Et quand on leur disait le rugby, ils étaient marqués. Donc il y a ça, il y a aussi mon grand-père, quand je lui ai dit, je vais faire du rugby à la rentrée. Ah, mais tu vas pas faire ce sport, c'est pour les garçons, c'est pas fait pour toi. Mon copain de l'époque qui me disait, non mais attends, tu vas prendre trop de muscles. Donc en fait, c'est ça les clichés qu'on avait du sport. Et finalement, on nous empêchait finalement d'avoir cette certaine liberté de se dire, je peux être une fille et choisir le sport que j'ai envie. Comme je suis un garçon et je choisis le sport que j'ai envie. Si j'ai envie de faire de la danse, je fais de la danse. Alors, et on doit lutter contre les clichés de la société. C'est ça, justement. Alors, il y a un cliché qui a la vie dure, c'est souvent de considérer que les femmes entre elles, c'est terrible. Mais là, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est la fête. Il y a un esprit collectif. C'est vrai que dans les entreprises où il y a beaucoup de femmes, on a l'impression que finalement, c'est pas la torture, mais genre, c'est à qui va se faire le croche-patte, le coup dur dans le dos. Et en fait, nous, c'est pas du tout comme ça, parce qu'on sait qu'on sera forte ensemble. Et si on veut gagner un match,
ce ne sera pas une sur les 15 qui est mobilisée qui va faire la différence. Hein. Ça sera l'ensemble du groupe. Et je dis 15, je dis même les 23, parce que les 23, c'est les remplaçantes. Et je dis même celles qui sont hors groupe et qui, toute la semaine, nous ont aidés à préparer le match. Et même toutes les blessés qui donnent leur énergie au groupe. En fait, c'est tout un effectif entier. Et pour le coup, ouais, je sens pas cette rivalité. Et c'est plutôt de se dire... voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le groupe grandisse? Alors évidemment, ce serait mentir de dire que certaines, il n'y a pas de la jalousie et que des fois, il n'y a pas des égos à remettre en place. Mais en même temps, nous, notre seul objectif, c'est gagner des matchs et gagner des titres. Donc, qu'est-ce qu'on met justement dedans pour y arriver? Et ça, c'est comme une montagne qu'on gravit, marche après marche. Des fois, l'Everest peut être très haut et très dur, mais il va falloir petit à petit mettre des choses en place pour y arriver. Non, c'est très instructif parce que depuis tout à l'heure, on parle, dans cet amphi, beaucoup d'entreprises, et je trouve que dans ce que vous racontez, on voit bien effectivement que le collectif, c'est aussi une histoire de femmes, que la célébration des victoires, que la compétition, c'est une histoire de femmes. En tout cas, pas de mixité, puisque là, on est dans un sport exclu, une discipline féminine. Mais alors, l'entraîneur, c'est un entraîneur ou c'est une entraîneur? J'ose pas dire entraîneuse. Ça, c'est les gros sujets du moment. C'est comment faire qu'on ait plus de femmes arbitres, qu'on ait plus de femmes dirigeantes dans le rugby, plus de joueuses évidemment, parce qu'aujourd'hui, on représente à peu près 7% des licenciés de rugby en France. On n'est pas le pire. Hein. Je crois que le foot, on est à 4%, 4 ou 5% de représentation par rapport à la part globale de licenciés. Donc, on sait qu'on est dans un sport masculin. On sait que de dire aux femmes, allez, osez justement passer des diplômes d'entraîneur, de passer votre DE. Souvent, les femmes se disent, bah, non, j'ai pas forcément le niveau, ou oh ben non, j'y ai pas forcément pensé. En fait, peut-être c'est pas ce manque d'ambition, mais on va pas forcément naturellement le chercher. Et c'est vrai que quand certains hommes nous tendent la main et nous disent, toi, tu as vraiment le profil, je pense que je te verrais bien faire un DE et après entraîner à haut niveau. Tout de suite, ça fait la différence, quoi. Et on arrive justement à des quotas plus équilibrés, on va dire. Oui, tout à l'heure, vous parliez d'une quarantaine, donc c'est ça, 30 à 40. Moi, je croyais que c'était... Il y a 50 joueuses en France qui gagnent leur vie grâce au rugby. Combien d'hommes? Et combien d'hommes? Ça, je ne sais pas. J'avais lu 1 millier, mais peut-être que le chiffre est faux. Franchement, je n'ai pas les chiffres, donc je préfère ne rien dire. Mais aujourd'hui, si on veut comparer justement avec des joueuses d'élite 1 donc qui jouent à haut niveau et des joueurs en top 14 qui jouent aussi à haut niveau, donc niveau égal, aujourd'hui on a des joueurs de club qui touchent 20 000 euros par mois. 20 000 euros en moyenne par mois, parce que ça peut aller à 50 000 par mois, 70 000 pour certains. Mais à votre avis, pour les femmes, c'est combien à niveau équivalent? Il n'y a rien. Il y a 0. Donc la différence, elle est là. Mais au-delà de cette différence, ces inégalités salariales, c'est surtout qu'est-ce qu'on met aujourd'hui en place pour les femmes. Parce que en fait, c'est beau, on parle beaucoup, il y a des idées qui sont énoncées, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les femmes? Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de vision pour le rugby féminin en France instaurée par nos instances. Moi, j'ai entendu pour la première fois cette année la Ligue nationale de rugby éventuellement parler de professionnalisation. Mais ça fait 15 ans que je joue au rugby, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et notamment, je suis partie en Angleterre cette année parce que j'avais une grosse envie, c'était de voir justement comment était le premier championnat professionnel au monde en Angleterre. En Angleterre, ils ont commencé à mettre une vision, un projet qu'ils voulaient mettre en place pour les femmes, et ils ont commencé depuis les années 2017, 2015, 2017, bon bref. Et ils ont une vision sur 10 ans d'investir de l'argent sur le championnat anglais, la première 15s, et d'y aller petit à petit. Et de se dire, voilà, l'objectif, c'est de mettre tant la première année, avec ça, on remplit tel objectif. Et c'est encore cette image de la montagne. La montagne, le haut de la montagne, c'est la professionnalisation, et on arrive justement à avoir un championnat 100%
pro, avec des filles qui sont vraiment performantes sur le terrain, avec des droits télé, avec des joueuses qui s'épanouissent. Et on est pour l'instant tout en bas où on doit construire encore ce professionnalisme. Donc elles ont commencé à mettre des contrats pro, parce qu'en France ça n'existe pas. D'ailleurs partout dans le monde ça n'existe pas, hormis en Angleterre, c'est dire l'avance qu'ils ont sur la diversité, l'inclusion, sur ces projets justement pour les femmes. Et voilà, et justement avec ma petite voix de femme engagée, c'est ce que j'essaye de raconter à nos instances, parce que je sens qu'il y a de la colère, il y a une certaine révolution qui est en train de naître aussi dans les clubs, voilà, des filles qui sont fatiguées aujourd'hui de tout donner pour pratiquer leur sport à haut niveau et qui ne touchent rien, qui doivent faire des choix professionnels, de se dire, ben voilà, aujourd'hui je préfère mettre de côté le rugby et de privilégier une vie professionnelle, parce que le rugby, je ne peux pas m'en sortir, quoi. Oui, c'est vraiment un parcours de combattante. Mais vous, alors, parce que c'est vrai ce que vous dites, on a le sentiment quand même que c'est le temps des femmes. On regarde au Festival de Cannes, c'est des films faits par des femmes. Au théâtre, c'est des récompenses. Bon, il y a beaucoup d'affichage. Vous, dans vos interlocuteurs institutionnels, vous sentez que ça bouge ou c'est de l'affichage? Non, pour l'instant, non, ça bouge pas assez. Clairement, ça bouge pas assez. Juste pour vous donner des chiffres, hein, ils sont criants. 0 femme au comité directeur de la Ligue nationale de rugby. Et dès qu'on commence à parler, oui, mais il y a la loi de la parité en vue des Jeux de Paris 2024 qui veut instaurer une parité homme-femme dans les comités directeurs. On en est très loin, quoi. Je crois ils ont poussé à 25% ou même peut-être même la parité. Mais quand tu pars de 0, forcément, le gap, il va être énorme. Et aujourd'hui, justement, le ministère des Sports cible bien le rugby. Fédération française de rugby, je crois qu'il y a 4 ou 5 femmes dans le comité directeur sur 15 personnes. Donc bon... Donc il faut pousser les murs, là. Il faut pousser les murs. Faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que, par moment, je pense que peut-être être trop activiste peut les freiner et trop les bousculer, et on sait qu'on ne va pas y arriver en claquant des doigts, mais peut-être en y allant plus progressivement, de leur faire comprendre en fait tout simplement le quotidien d'une joueuse de rugby, parce qu'aujourd'hui ils sont dans leur bureau, ils sont très loin finalement de ce que vivent les femmes, les joueuses de rugby, et de le faire partager justement aux instances. C'est aussi toucher un petit peu peut-être la corde sensible qui sommeille en eux, et de leur dire aussi qu'aujourd'hui il y a investissement, vous allez investir de l'argent, mais vous allez pouvoir retomber aussi sur vos pattes, qui va avoir un retour sur votre investissement, parce qu'aujourd'hui le sport féminin est en train de se développer comme jamais, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne pratiquent pas forcément de sport, donc c'est aussi une part importante de femmes qui peuvent pratiquer un sport, et du coup plus de licenciés pour les fédérations. Les marques, les entreprises l'ont bien compris, les équipementiers justement mettent aussi beaucoup l'accent sur les femmes. Donc voilà, il faut qu'on y aille ensemble. On sait que ça va être long, on le sait, mais après il faut un peu les titiller et les pousser justement à ce que les choses bougent, et bouger les lignes, ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé, parce que ça, c'est une chose dont on parle beaucoup dans le sport, vous avez parlé de votre première carrière d'athlète avec un entraîneur problématique, visiblement. Je ne connais pas l'histoire, mais problématique. Ça, c'est un sujet, alors sans doute moins dans le rugby, mais est-ce que c'est un sujet pour une femme qui veut atteindre des niveaux sportifs? L'emprise de l'entraîneur, qui est souvent un homme, vous l'avez dit. C'est quelque chose que vous avez... C'est ce qui vous a fait quitter l'athlétisme? Non, ou c'est un peu exagéré? Je l'ai dit, mais pour le coup, c'était d'autres facettes de sa personnalité qui ne collaient plus. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, je suis assez présente. Il y a une jeune fille de mon club d'athlétisme, avec qui je n'ai jamais fait de l'athlé, mais qui savait que c'était mon entraîneur, qui me contacte sur Instagram en me disant je viens de me faire agresser, toucher. Est-ce que c'est déjà arrivé avec toi? Alors déjà, je me suis posé la question, waouh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible?
Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas croire finalement les femmes et se dire non, c'est pas possible. Ouais. On se met des œillères et on est dans le déni bien souvent. Oui. Et Est-ce que peut-être je moi, me suis la fait une première idée et- finalement? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il fallait comprendre ou pas? C'est vrai. ça. Ouais. Et voilà, cette jeune fille, j'ai voulu tout de suite lui apporter déjà du soutien, de l'écoute aussi, parce que je pense que c'était important. Moi, j'étais beaucoup plus âgée et lui dire un peu qu'il fallait surtout en parler, appeler à la police. Alors pour le coup, elle avait des parents qui ont pris les choses très au sérieux et qui a dénoncé les choses. Mon entraîneur est ensuite parti en prison, mais vous imaginez le nombre de femmes qui sont passées de jeunes filles qui sont passées entre ses mains, entre guillemets, et l'emprise était là. Pour le coup, j'avais une relation très privilégiée avec mon entraîneur. C'était mon entraîneur. Tout ce qu'il disait, je pouvais boire toutes ses paroles et je suivais parce que pour moi, c'était mon référent. Et c'était lui qui faisait que j'étais bonne sur un stade d'athlète. Et donc, oui, on a tendance à s'enfermer un petit peu, faire confiance en fait à l'entraîneur. Et c'est vrai que de voir plus d'entraîneurs masculins que féminins, c'est un danger supplémentaire. C'est un enjeu. Alors, il y a aussi un excellent film que je vous conseille d'aller voir, c'est Les Colosses au pied d'argile, qui est sorti il y a pas très longtemps sur TF1 avec Eric Cantona, qui raconte une histoire vraie justement d'un jeune garçon qui pratiquait le rugby et qui a eu agression sexuelle durant sa jeunesse. Quelqu'un qui, en plus, je crois quelqu'un qui connaît très très bien sa famille. C'est ça, ouais. Il y a eu un abus de confiance et après un traumatisme pour la vie entière. Et aujourd'hui... il en a fait quelque chose de formidable, une association extraordinaire. Ouais. C'est vrai qu'on avait fait son portrait dans Le Parisien, parce que c'était avant qu'il ne soit le héros effectivement d'un film sous les traits d'Éric Cantona. Comme le temps tourne, j'ai vu que vous aviez pris votre retraite. Donc ça mérite d'être signalé parce que ça ne peut pas se voir. Donc je voulais savoir ce que vous faites. Je crois que vous allez nous expliquer ce que vous faites. Et puis surtout, les valeurs du sport, les valeurs de ce sport, de ce rugby, en quoi ils vous aident maintenant dans la reconversion que vous êtes en train d'entreprendre? Ouais, même au-delà des valeurs, qu'est-ce que j'ai appris avec le sport de haut niveau? Et la carrière d'un sportif de haut niveau, elle est tout sauf lisse. On passe par des gros ascenseurs émotionnels, par des grosses victoires, des belles médailles, et la chance d'être titulaire sur des matchs, je ne joue plus, je suis écarté de l'équipe, des blessures, des répétitions de blessures. Il y a une saison où j'en enchaîne 8 sur une même année. Donc je vous laisse imaginer le mental, comment il était à zéro et la difficulté de se relever de cet épisode. Mais justement, je pense que... Donc il y a eu cet épisode-là, mais il y a aussi eu le dernier épisode de partir en Angleterre, qui a été très dur. Au bout de 6 semaines dans mon club fait faillite. Et donc en Angleterre, autant vous dire, il n'y a pas le chômage et tous les avantages qu'on peut avoir en France. Un super beau pays, au passage. Et là, on se retrouve à chercher un club, à mettre son ego de côté, à taper à la porte de tous les clubs. Et parce que maintenant, il y a un certain salary cap, il faut respecter un budget qui est donné pour l'année, et donc une répartition des salaires pour toutes. J'ai dû partir dans un autre club et je gagnais 800 pounds par mois. Mais 800 pounds, ça équivaut au prix de mon loyer. Dans un pays où c'est l'inflation, c'est la récession, ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de complications, mais de ça, justement, j'en ai tiré des certaines forces, un certain mental aussi, de se dire, bon, écoute, ma petite fille, tu as décidé de partir en Angleterre, c'est toi qui as fait ce choix, donc maintenant, il faut l'assumer jusqu'au bout et y aller. Et aujourd'hui, je pense que je suis très heureuse, justement, des échecs que j'ai pu rencontrer qui m'ont rendue encore plus forte et résiliente aussi, parce que je sais que là, j'arrive dans une période de transition pro, ça fait 15 jours que je suis à la retraite, et que c'est un peu... Alors, vous en êtes encore très loin, je pense, pour certains, mais le jour de la retraite a sonné, et du jour au lendemain, vous ne voyez plus vos collègues de travail, vous êtes éloigné de votre vie peut-être professionnelle, personnelle, et puis surtout, vous avez un agenda à remplir tous les jours.
parce que bon, vous êtes à la retraite, mais bon, vous n'êtes pas foutus non plus, et vous avez quand même des choses à faire. Et donc c'est un peu comme ça, une petite mort qu'on dit dans le milieu du sport. Moi personnellement, je suis très heureuse de passer à la suite. Alors on m'a dit t'inquiète pas, mais dans 1 an peut-être que tu n'auras pas les mêmes choses à dire, peut-être. Mais en attendant, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire sur un terrain de rugby. Et surtout maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de donner aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui vont arriver, enfin même à tous, parce que finalement le sport, je l'ai dit, on peut très bien commencer à 30 ans, à n'importe quel âge, même à 50, à 60, et faire partager justement la magie du sport, parce que le sport a été justement une de mes plus belles chances dans ma vie. Et là, je lance les premiers stages de rugby féminin à partir de septembre, pendant la Coupe du Monde de rugby, et j'en suis extrêmement fière parce que c'est des stages qui me ressemblent, qui portent mes convictions, c'est-à-dire se battre justement pour délivrer des messages inspirants auprès des jeunes filles, qu'elles doivent oser, qu'elles doivent prendre confiance en elles, qu'elles peuvent faire un sport dit masculin, elles en ont droit. Une autre thématique autour aussi de la santé. J'étais en Angleterre, j'ai été outrée parce que les jeunes pouvaient manger là-bas. Et aujourd'hui, un corps en bonne santé, qui mange bien, c'est un corps qui va durer dans le temps, autant dans sa vie perso que pro. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai envie de transmettre, surtout que la nutrition chez les sportifs de niveau est quelque chose de très important. Et puis un autre axe aussi qu'on a moins évoqué aujourd'hui, mais l'environnement. Je suis quelqu'un qui m'engage énormément et qui justement, j'étais une des premières athlètes à utiliser ma voix de sportive pour parler justement de réchauffement climatique, de la perte de notre biodiversité, des abeilles sur les réseaux sociaux. Et à mon grand étonnement, justement, beaucoup de gens m'ont suivi et ont eu envie aussi de s'impliquer. Donc voilà, j'essaye de donner un petit peu de la voix à ces sujets parce qu'on sait très bien que si on continue comme ça, le monde du sport va être tourmenté et d'ici 20 à 30 ans, je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer à faire du sport dans les mêmes conditions, donc il faut agir maintenant. Et c'est ce que ces ateliers, justement, durant ces stages vont proposer. Là, je le lance pour les jeunes filles de 11 à 15 ans, la période collège, durant la Coupe du Monde, mais évidemment que j'ai envie de le développer aussi dans les entreprises parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes aussi puissent profiter de cette journée. Au-delà du 8 mars où on offre des fleurs et des conférences inspirantes, je pense qu'il y a aussi des choses à faire justement pour qu'en profondeur, elles changent de mindset et que justement elles se mettent à oser et à croire et à postuler à des postes à responsabilité dans les entreprises parce que bien souvent, on a les mêmes statistiques dans le sport féminin et surtout dans le rugby féminin. Les milieux de l'audit, la finance, c'est des milieux où il y a très très peu de femmes. Milieu de l'ingénierie aussi. Donc voilà, c'est des choses que j'ai envie de booster à travers l'entrepreneuriat, qui est une nouvelle aventure, mais en même temps, tu l'as dit, je pense que quand on est sportif, on a certaines valeurs, on a beaucoup de convictions, on travaille très dur pour atteindre nos objectifs, nos rêves. Et voilà, moi j'ai des futurs rêves à atteindre et objectifs. Alors, bon, c'est à tout âge, mais c'est pas pour toutes, en tout cas, visiblement. Pas encore, en tout cas. Mais peut-être qu'on peut s'inscrire à un stage. Et peut-être que Paul ou Capucine, puisqu'ils ont travaillé sur les rôles modèles, peut-être que vous avez 1 ou 2 questions à poser à Léna Hig sur, je sais pas, est-ce que c'est une femme inspirante pour vous ? Oui, non, parcours très, très inspirant. Moi, j'avais une question, mais du coup, vous avez répondu, c'était est-ce que vous avez un rôle modèle dans votre parcours ? Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, le rugby féminin, à l'époque, n'était pas hyper développé. Mais est-ce que vous avez fait une rencontre, que ce soit un entraîneur ou quelqu'un qui vous a poussé à aller plus loin et qui vous a inspiré ? Peut-être mon premier entraîneur de rugby qui m'a vu arriver et qui a fait « Oula, toi, tu vas faire du rugby ». Il m'a vu arriver, j'étais grande, costaud, j'avais un profil qu'on n'avait pas dans le milieu du rugby à l'époque où il n'y avait que 8000 licenciés de rugby. Et puis peut-être après mon entraîneur de l'équipe de France A7, qui a été un monsieur très très dur, mais en même temps, je pense, très droit, très humain. Et ça, je pense que dans les postes de management, dans les entreprises, on en oublie un peu le côté un peu humain aussi, écoute.
Alors évidemment, on doit atteindre des objectifs, on est tous là pour être les meilleurs et il y a une concurrence énorme, il ne faut pas se le mentir, qui reste saine tout de même. Et voilà, et j'ai trouvé que cet entraîneur m'avait beaucoup apporté dans ma carrière et justement dans ma construction de femme. Capucine? On parlait tout à l'heure des changements. Est-ce que vous voyez justement dans les écoles, parce que nous on le perçoit, je sais que dans notre école on a le rugby qui est proposé pour les femmes, donc je ne me pose même plus la question, de même qu'au collège de mémoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des sports qui sont peu représentés et qu'on pourrait citer aujourd'hui comme qui peuvent se féminiser, on va dire, et qui doivent se féminiser? Non, je pense que le rugby déjà, on était un bon exemple. Je pense que quand tu retournes 2009, 14 ans en arrière, moi c'était Ménière, le rugby c'est pas fait pour les filles, le rugby féminin c'est ni féminin ni du rugby. Bon, je pense qu'on partait quand même de très loin. Après c'est un sport de combat, c'est un sport qu'on avait l'habitude de voir au masculin, on pouvait pas voir de filles à la télé, donc je pense que mon sport était déjà peut-être la boxe, le foot aussi, j'imagine qu'elles ont dû avoir le même genre de réflexion. Il faudrait qu'on ait une bonne série sur le rugby au féminin. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un d'Amazon ou de Netflix là, qui pourrait... Ça serait bien, ça lancerait le sport. Oui, et c'est comme c'est pour ça que c'est une bonne idée. Alors, ça, je trouve ça extraordinaire. En plus, le teasing est vraiment incroyable, super, bravo. Ouais. Parce que ça a été mon ancienne équipe, mais même au-delà de connaître les joueuses, c'est bien filmé. Et je pense que c'est important de dire les choses, de le montrer. Et en fait, il n'y a pas mieux que d'un reportage télé. C'est le mieux pour le montrer. Bon. Donc, merci. Après la série, alors. Ouais, merci. Et j'ai très hâte de le voir. Donc, rendez-vous en octobre, je crois bien, sur Canal+, pour suivre l'aventure des petites croquettes. Un documentaire qui s'appelle comment ? Plus qu'un jeu. Alors, je crois qu'on n'a plus de temps, mais quand même peut-être une ou deux questions. Si vous aviez une ou deux questions pour vous inscrire à un stage de rugby, non, vraiment pas. En fait, ça fait beaucoup rire. Mais non, mais pas du tout. Non, mais sincèrement, parce que beaucoup de femmes, justement, se disent « Oh là là, le rugby, très peu pour moi. En plus, je connais rien aux règles. Quand je regarde à la télé ou au stade, je ne comprends rien. » Et justement, voilà. Mesdames confirment. Et justement, c'est de montrer que ce sport, il est accessible à tous. Après, peut-être que le fait aussi d'être une femme, je vais pouvoir l'expliquer différemment, sans moquerie, parce que moi, j'étais pareil. Quand j'ai commencé le rugby, je ne pipais rien. Je savais à peine rattraper un ballon, c'est pour dire. Mais qu'en fait, on peut tous progresser, on peut tous, justement, aimer ce sport qui est juste magique. Et justement, j'ai envie de l'amener avec toutes les valeurs qu'il comporte dans le milieu de l'entreprise, et notamment pour les femmes, parce que souvent ça branche énormément les hommes, mais j'aimerais que ça branche aussi les femmes. Mais ça fonctionne, Moi ça me donnerait presque envie de m'y mettre, mais je ne suis pas du tout sportive, mais je trouve ça super. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas de plaquage, ce sera ça vraiment va, de la découverte. Ok, merci beaucoup. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.